mon prix d'achat, c'est pas 150 mais 120, donc la plus-value est calculée sur 200, moins 120, 80 000 euros de plus-value imposable et non pas 50 000. Ça, c'est la réalité des choses quand on est professionnel. Et souvent, les gens, comme ils sont 1 feignant, 2 pas sachant et 3, c'est un peu le dernier qui parle qui a raison, ils vont pas creuser forcément. Et ce paragraphe, il est important. Et comme je vous le dis, il y a des experts comptables qui ne l'ont même pas intégré. Ce qui fait qu'en amortissant ce bien-là comptablement, vous créez un déficit comptable qui vous permet de ne pas payer d'impôts. Salut tout le monde, bienvenue sur Money Tree, encore une capsule en solo aujourd'hui, un point assez technique parce que j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de discussions autour du LMNP en 2025. On avait fait une très belle vidéo d'ailleurs qui avait été regardée des milliers de fois et qui avait beaucoup plu, où on vous avait délivré un comparatif entre LMNP 2024, enfin avant 2025 on va dire, LMNP 2025, SCI à l'IS, puisque c'est une question qu'on nous pose souvent. On avait fait une capsule technique avec Mathieu Chauveau, qui est un expert comptable, et on avait vraiment comparé à projet équivalent avec une revente à 10 ans, quel était vraiment l'impact réel de la nouvelle réforme LMNP et de la SCI à l'IS, puisque certains se disaient oui mais le LMNP c'est fini à cause de la nouvelle réforme, je vais passer en SCI à l'IS, etc. Donc on a expliqué pourquoi c'était pas forcément toujours intéressant, et la plupart du temps d'ailleurs ça n'était pas du tout. Donc ça c'était un point important. Je vous invite à revoir d'ailleurs cette vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir le lien dans la description de l'épisode, que vous soyez en écoute audio sur n'importe quelle plateforme de podcast ou que vous soyez sur YouTube à nous regarder en ce moment. Vous pouvez le retrouver. Je pense que c'est pas mal de se le remettre en tête. C'est très intéressant et on a été très peu à traiter ce sujet qui est un peu touchy parce qu'il est un peu comptable, donc forcément il faut avoir quelques notions. Mais surtout dans cette vidéo, on évoquait quelque chose qu'on a survolé, qui est la réintégration des amortissements, qui était quand même le cœur du sujet de la réforme LMNP dans le calcul de la plus-value. Mais on a juste abordé le fait que ce n'était pas tous les amortissements qui allaient être pris en compte dans le calcul de la plus-value. Et ça, c'est un point très essentiel dans ce calcul et dans cette réintégration que je voulais vous détailler aujourd'hui. Donc ça va être assez court. Je vous invite d'ailleurs à aller lire un article qu'on va vous mettre à la fin aussi de la vidéo, qui est un article juridique qui justement expose tout ça. Moi, je vais vous le résumer et le vulgariser de manière très simple. Mais avant ça, je vais vous refaire un contexte sur LMNP avant 2025, LMNP après 2025. Qu'est-ce qu'a fait la loi de finances 2025 et cette réforme du LMNP ? Avant ça, avant 2025, quand vous étiez en location meublée non professionnelle, vous pouviez avoir une comptabilité au réel, ce qui était la majorité, la grande majorité, l'immense majorité des cas sur du LMNP. C'est d'ailleurs pour ça que les gens le choisissent. Vous avez le micro-BIC avec un abattement sur les loyers et vous payez vos impôts sur l'assiette. Donc du coup, vous avez une assiette fiscale qui est un peu moindre et vous payez les impôts. Ou alors, vous avez la fiscalité au réel et en l'occurrence, vous travaillez une comptabilité comme si c'était une entreprise avec une liasse fiscale, un bilan comptable, etc. Enfin, un bilan comptable qui amène à une liasse fiscale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'achète des choses pour l'appartement, je peux le déduire, je peux déduire mes intérêts d'emprunt, je peux déduire toutes les charges que je vais avoir afférentes au bien, de l'électricité, de l'eau, de tout, vraiment de tout, le mobilier, les travaux, etc. Avec plus ou moins, on va dire, d'intégration comptable, dans le sens où il y a des choses qui vont rentrer dans le cadre de charges reportables et glissantes sur 10 ans, d'autres qui vont être amorties sur tel ou tel nombre d'années, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, le bien lui-même, et on va se concentrer là-dessus, pouvait être amorti. Donc il y avait une ventilation entre le foncier, les murs, etc., entre plusieurs choses. Évidemment, ça c'est une mécanique comptable, on ne va pas détailler ça ici, mais vous pouviez amortir votre bien. Ce qui fait qu'en amortissant ce bien-là comptablement, vous créez un déficit comptable qui vous permet de ne pas payer d'impôts. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que franchement ça a été vu et revu, vous faites un peu de recherche sur la LMNP et en général il n'y a pas trop d'erreurs sur la partie LMNP au réel, sur le contenu que vous pouvez trouver, c'est assez simple. Mais le gros avantage surtout, c'est qu'à la sortie, quand vous revendez ce bien, à la différence de n'importe qui en tant que professionnel ou n'importe quelle personne qui va amortir dans une SCI à l'IS par exemple, quand vous revendez ce bien, bien du coup, vous le revendiez en faisant une plus-value sur, grosso modo, votre prix de vente moins votre prix d'achat, avec tous les frais afférents. C'était votre plus-value financière. Et on considérait que toutes les économies d'impôts que vous aviez faites avant grâce à l'amortissement, c'était cadeau. Et c'était la force du LMNP et c'était ce qui en faisait une niche fiscale essentielle. Malgré tout, on a vu dans cette vidéo que je vous invite à re-regarder avec Mathieu Chauveau qu'aujourd'hui, le LMNP 2025 n'avait, oui certes, été un peu moins intéressant, mais restait une niche très intéressante, et si ce n'est la niche la plus intéressante pour investir dans l'immobilier aujourd'hui,
quand on est notamment salarié, par exemple, en France. Mais les gens se disent, oui, mais moi, si j'ai amorti 20 000 euros, et donc ça m'a permis d'économiser les impôts sur 20 000 euros d'assiette fiscale imposable tout au long de la durée de détention de mon bien, et que derrière, je dois repayer 36,2 d'impôts sur la plus-value immobilière sur ces 20 000 euros, au final, ça revient à payer l'impôt plus tard, à ne pas le payer avant, donc c'est pareil quand SCI à l'IS. Oui et non. On a déjà fait la différence dans cette vidéo SCI à l'IS et LMNP. Donc LMNP, l'argent c'est le vôtre, SCI à l'IS c'est l'argent d'une société. Donc déjà vous avez 2 frottements fiscaux, IS plus IR. Et même si c'est de la flat tax, il y a de l'IR à l'intérieur derrière. Donc ça reste pas forcément la même chose. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, et c'était le but de cette capsule aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas tous les amortissements qui vont être réintégrés dans le calcul de l'assiette de plus-value imposable. Exemple vraiment grossier, pour que vous compreniez, ok ? Après, c'est un peu plus complexe. Et pourquoi je fais cette capsule d'ailleurs ? Parce que j'ai mon notaire qui a passé des actes sur des gens qui cédaient en 2025 des biens en LMNP dont ils avaient fait l'acquisition avant, sur lesquels ils avaient quelques années avant, donc sur lesquels ils avaient pratiqué des amortissements. Et l'expert comptable, donc c'est pas le notaire qui calcule ça, c'est l'expert comptable. L'expert comptable donne une attestation et qui dit voilà, les amortissements pratiqués, donc ça diminue d'autant le prix d'achat, donc ça augmente la plus-value. Sauf qu'il a donné tous les amortissements qui avaient été pratiqués au sens comptable pur et dur. Alors qu'en fait, on va le voir, ce n'est qu'une partie de ça, et souvent c'est bien moins que la moitié de ça. Donc en général, déjà il faut s'adosser à un expert comptable qui évidemment connaît bien ce sujet, connaît le LMNP, connaît l'immobilier, et surtout sait lire et interpréter les textes de loi, parce que c'est vraiment important. En l'occurrence, là, cet exemple-là, j'ai dit au notaire, mais non, c'est pas le cas. J'ai envoyé le texte de loi qui, lui, a pu le dire à l'expert comptable qui a envoyé l'attestation, et j'espère pour son client qu'ils ont fait une régule derrière, parce que si tu fais pas cette régularisation, tu risques de payer beaucoup plus d'impôts que de raison. Et là, même, j'ai envie de dire, si demain tu as un contrôle, les impôts vont se rendre compte qu'ils te doivent de l'argent, quoi. C'est l'avantage. L'avantage, c'est que ça ne peut pas y avoir de mauvaise surprise. Mais par contre, si tu n'as jamais de contrôle, personne ne s'en rendra compte et toi, tu auras perdu de l'argent. Donc ça, c'est important de bien se faire accompagner. Et c'est pour ça que je voulais faire cette capsule, parce que je me suis dit, il y a même des experts comptables quand même qui donnent des attestations qui ne sont pas dans l'intérêt de leurs clients. Et sans être dans l'intérêt de leurs clients de manière, on va dire, volontaire, c'est quand même pas la réalité. C'est pas ce que demande aujourd'hui le fisc. Donc je vais vous lire, je vais vous afficher le texte de loi qui régit tout ça et qui est vraiment important. Ça va être beaucoup de blabla, donc forcément ça va être peut-être un peu lourd à digérer, mais je vous le partage quand même et je vais vous expliquer rapidement ce que ça veut dire, quoi. Donc je vous l'affiche et je le lis en même temps. Alors, le principe de la réintégration des amortissements à l'occasion du calcul de la plus-value de cession de LMNP. Donc c'est clair, on calcule la plus-value de cession d'un bien qui a été fiscalement déclaré en LMNP au réel. La loi de finances pour 2025 vient aligner le régime LMNP avec le régime de la location meublée professionnelle. C'est comme ça que ça se passait sur le LMP. Désormais, la plus-value de cession des biens ayant été loués par le loueur en meublé non professionnel se détermine selon la formule suivante: prix de cession, donc le prix auquel vous vendez le bien, moins prix d'acquisition, amortissement déduit. Donc si j'ai acheté 150, que je vends 200, ma plus-value c'est 50. Ça c'était avant 2025. Mais si j'ai acheté 150, que j'ai pratiqué durant ma durée de détention 30 000 euros d'amortissement, mon prix d'achat c'est pas 150 mais 120, donc ma plus-value est calculée sur 200 moins 120, 80 000 euros de plus-value imposable et non pas 50 000. Ça, c'est la réalité des choses quand on est professionnel. Et donc, on a réaligné le loueur meublé non professionnel sur le loueur meublé professionnel. Exception à la réintégration en ce qui concerne certains amortissements. Et souvent, les gens, comme ils sont 1 feignant, 2 pas sachant et 3, c'est un peu le dernier qui parle qui a raison, ils vont pas creuser forcément. Et ce paragraphe, il est important. Et comme je vous le dis, il y a des experts comptables qui ne l'ont même pas intégré. Ce paragraphe, il est très important parce qu'il peut vous faire économiser beaucoup dessous. À titre d'exception, le législateur a prévu que les amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu en application de l'article 150 VB 2-4 du CGI n'ont pas à être réintégrés à la plus-value de cession. Charabia. Mais si vous êtes un peu juridique, vous pouvez aller chercher, fouiner, demander à ChatGPT de vous faire un résumé de l'article. Ok ? Attention,
toujours vérifier les sources de ChatGPT. Sont ainsi concernées les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise, depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, qui ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, à moins que ces dernières ne soient indissociables des travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration, etc. Je vous mets l'article du bulletin officiel. Il est en effet considéré que lorsque ces dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration ont été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu au cours de la location, ces travaux n'ont pas augmenté la valeur du bien. Par conséquent, les amortissements imputés à ces travaux au cours de la location ne minorent pas non plus le prix d'acquisition dans le calcul de la plus-value. Et cette phrase, elle est clé. A contrario, lorsque ces dépenses n'ont pas été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu au cours de la location et qu'elles majorent le prix d'acquisition du bien, les amortissements imputés à ces travaux au cours de la location minorent le prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value. En résumé, ça veut dire quoi ce charabia juridique ? Ça veut dire tout simplement que si les amortissements que vous avez pratiqués n'ont pas aidé à générer du déficit comptable et ne vous ont pas aidé à économiser des impôts et donc une fiscalité, ils n'ont pas lieu d'être réintégrés, puisque ce n'est pas quelque chose que vous avez déduit. Donc si les amortissements n'ont pas été utilisés, ils ne sont pas déduits à la sortie. Et en général, vous le verrez, faites les calculs, demandez à votre expert comptable qui vous fasse le calcul sur cette assiette imposable à la sortie, vous verrez que ça peut être peut-être un tiers des amortissements uniquement, etc. Donc si vous avez pratiqué 30 000, comme dans l'exemple, 30 000 euros d'amortissement, peut-être que finalement, on va réintégrer que c'est 10 000 euros d'amortissement sur 30 000, je vous dis un chiffre comme ça. Donc, ce qui fait que vous allez payer, oui, effectivement, de l'imposition sur la plus-value immobilière sur les 10 000 euros, mais pas sur les 30 000. Et souvent, on se méprend parce qu'on prend les amortissements au niveau global. Donc, je ne vais pas faire plus de détails là-dessus parce que le texte est déjà très peu digeste, comme sur beaucoup de textes de loi. Mais le concept, l'état d'esprit, c'est ça. Vous avez bénéficié d'une carotte fiscale, vous la reperdez à la sortie. Voilà. Vous n'en avez pas bénéficié parce que ces amortissements n'ont pas généré finalement une économie d'impôt, bien c'est normal qu'à la sortie, vous ne puissiez pas les réintégrer, vous ne deviez pas surtout les réintégrer non plus. Voilà. J'espère que c'est clair. On vous met les sources évidemment dans la description de l'épisode. On vous remet bien comme il faut, revenez en arrière en tout cas, on vous a affiché le texte aussi de loi que je vous ai lu, qui est souvent, encore une fois, imbuvable, mais retenez bien en tout cas l'état d'esprit. J'espère que ça vous aura ouvert l'œil, j'espère que vous saurez aussi éduquer vos experts comptables qui ne sont pas à l'aise avec le sujet et qui peuvent, comme je l'ai constaté et ce qui m'a amené à faire cette capsule, donner des mauvaises attestations à un notaire pour qu'il puisse passer un acte et déclarer des plus-values, puisque n'oubliez pas que c'est le notaire qui collecte l'impôt pour l'État en cas de plus-value immobilière. Ça peut aider à justement que cette attestation ne puisse pas léser le client de l'expert comptable qui ne serait pas alerte sur le sujet. Voilà, merci de m'avoir écouté. Partagez cette capsule autour de vous parce que je pense que personne ne traite ce sujet dans les podcasts. Et puis on se dit à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao.